Bonjour. Donc, cette semaine, Inch'Allah, on va continuer à travailler sur la série numéro 4 qui traite des méthodes itératives pour la résolution des systèmes d'équations linéaires. Il y a 2 semaines, on a traité l'exercice numéro 1. Cette semaine, on va traiter l'exercice numéro 2. Soit à résoudre le système suivant, vous avez une matrice 3, 3, donc AX égale à B. Matrice A, c'est 3, 1, 2, 1, 5, moins 1, moins 1, 2, moins 6. Le vecteur inconnu, la solution recherchée, c'est x, c'est un vecteur colonne de 3 lignes, x1, x2, x3. Et vous avez donc le vecteur constant, le second membre, le terme source, qui est b, est égal à 2, 17, moins 18. Ici, vous avez deux questions. La première question, c'est calculer les 5 premières itérations en utilisant la méthode de Jacobi et celle de Gauss-Seidel, en prenant comme valeur initiale x0 transposé égale à 0, 0, 0. La deuxième question, c'est sachant que la solution du système, c'est x transposé est égal à 1, 2, 3, que peut-on dire? Voilà, donc là, la question 1, on vous donne le nombre d'itérations à faire. D'accord? On vous demande de calculer la solution x, trouver la solution x avec la méthode de Jacobi et aussi avec celle de Gauss-Seidel. On vous donne la valeur initiale. Pour la question 2, c'est de comparer les résultats obtenus avec les deux méthodes. Et pour cela, vous avez besoin d'une référence qui est la solution exacte du système. Donc, première chose, c'est d'écrire ce qu'on appelle les formules récursives, ou les formules récurrentes. C'est les formules de calcul qui permettent de faire les calculs des itérations. Donc là je reprends le système à résoudre, AX égale à B. Et là, je passe tout ce qui est donc démonstration pour passer du système initial aux formules récursives. C'est bien expliqué dans le cours. C'est à revoir. Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est comment écrire la forme finale de ces formules récursives. Vous avez donc la première ligne, je vais laisser à gauche le x1, qui correspond à la première ligne. La deuxième ligne, c'est x2, troisième ligne, c'est x3. Et donc, les coefficients de x1, x2, x3, je les fais passer à droite. C'est pour ça que si vous prenez la première ligne, le coefficient à x1, c'est 3. Donc, ici, c'est divisé par 3. Deuxième ligne, c'est 5, coefficient de x2. Donc, je fais passer à droite du signe égal, ça fait 5. Et le coefficient de x3, c'est moins 6. Là, vous avez 6 parce qu'on a multiplié par moins 1. Et donc, voilà. Vous remarquez aussi qu'on fait passer de l'autre côté tout ce qui n'est pas élément à la diagonale. C'est-à-dire que si je prends la première ligne, je fais passer de l'autre côté x2 et x3. Donc, on a x2, il passe de l'autre côté, ça fait moins x2. Là, c'est moins x3, il passe de l'autre côté, ça fait plus x3. Et le terme source, le terme constant, il est là, il ne bouge pas. Pour la deuxième ligne kiff-kiff, comme j'ai x2 à gauche, je fais passer les autres termes x1 et x3 à droite. Donc, ici, j'ai x1, ça devient moins x1. Maintenant, j'ai 2x3 et donc j'ai moins 2x3. Et le terme constant, il est toujours là. La dernière ligne, le x1, c'est 2. Je fais passer de l'autre côté en changeant le signe moins, ça fait 2 de x1. Le x2 kiff-kiff, le moins, il devient plus, mais avec le signe moins, il devient moins. Et puis le moins 18, avec le signe moins ici, ça devient plus 18. Voilà. Les formules récursives sont là. Et je vais faire mon calcul. Je vous conseille fortement de faire les calculs via un tableau. D'accord? Il ne faut pas le faire de manière désordonnée, mais on va s'organiser dans un tableau ici, où la première ligne, c'est le numéro d'itération. Ici, vous avez le vecteur x que vous recherchez. Donc, c'est x1, x2, x3, c'est les composants de x. La première colonne, donc, c'est pas une itération, ça c'est la valeur initiale qui vous a été donnée, 0, 0, 0. Et puis, à partir de là, vous avez donc, la première itération, deuxième, troisième, quatrième. On vous a demandé de faire 5 itérations. Donc, on va faire le calcul uniquement à la première itération avec les formules récursives. Pour x1, ici, je vais remplacer x2, x3 par leur valeur. x2, x3 pour l'indice k. Donc, k est égal à 0. Donc, ici, j'ai pour x2, c'est 0. Pour x3, c'est 0. Donc, moins 0
plus 0 plus 2, ça fait 2, divisé par 3, ça fait 2 tiers. 2 tiers, donc c'est 0, 6, 6, 6, 7. Et là, on a choisi d'utiliser 4 chiffres après la virgule. Pour le x2, c'est-à-dire ce terme-là, le x1 et le x3 précédent, c'est 0 et 0. Donc, je vais avoir moins 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 17 sur 5. Donc 17 sur 5, ça fait 3,40. Et le troisième, pour x3 plutôt, on dit donc je vais chercher x1, x2, l'itération précédente, la valeur initiale en fin de compte. Alors x1, ça fait 0, x2, ça fait 0. Ça fait 2 fois 0 moins 0, ça fait 0. Plus 18 sur 6, donc c'est 18 sur 6, ça fait 3. D'accord? Donc la nouvelle valeur de x, au bout de la première itération, c'est 0, 6, 6, 6, 7, 3,4 et 3. Donc je vais remplacer pour la deuxième itération, je vais remplacer x1, x2, x3 par les valeurs mises à jour, c'est-à-dire 0, 6667, 3,4000, 3,4 et 3. D'accord? Vous allez trouver, pour chaque ligne, vous allez trouver 0,5333, 2,0667 et 2,6556. Vous faites toujours le même calcul et au bout de quand vous allez atteindre la quatrième itération et vous avez résolu la quatrième itération, vous allez injecter ici la quatrième itération pour avoir la cinquième. Vous allez avoir donc votre solution. Mais votre solution après 5 itérations, on est d'accord. Si vous changez le nombre d'itérations, vous allez avoir peut-être, même probablement, d'autres solutions. Une solution légèrement différente. Donc ici, vous avez donc x1, ça fait 0,9406, 2,0602 et 2,9401. C'est la solution approchée. Alors, approchée, pourquoi? Parce que c'est des méthodes itératives, donc ça donne des résultats approchés, contrairement aux méthodes directes qui donnent des résultats exacts. Donc, voilà. Le x1, 5 de t, c'est quoi? C'est 5, ça veut dire que j'ai trouvé la solution après 5 itérations. Et t, c'est transposé. Parce que vous savez qu'il y a un vecteur, colonne. Un vecteur, par définition, c'est un vecteur colonne, il est vertical. Comme ici, vous avez un vecteur ligne, ben, je vais transposer tout simplement. Si vous mettez un vecteur donc, perpendiculaire vertical, dans ce cas-là, vous allez enlever le transposé. Donc, voilà votre solution avec la méthode de Jacobi. Pour la méthode de Gauss-Seidel, c'est exactement, enfin pour les formules récursives, c'est exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est les indices, tout simplement. Donc, pour le x1, rien ne change par rapport à la méthode de Jacobi. Les choses commencent à changer à partir de x2. Pourquoi? Parce que Jacobi, vous avez ici K. Tout ce qui était à droite, c'est l'indice K. Donc, je reviens ici. Voilà. Tout ce qui est à droite du signe égalité, c'est indice K. Tout ce qui est à gauche, c'est indice K plus 1. Donc, c'est clair. Gauss-Seidel, ce n'est pas le cas. Gauss-Seidel, je vais avoir un mélange de K et de K plus 1. À droite et à gauche, je vais avoir uniquement des K plus 1, bien évidemment. Donc, si je prends par exemple la deuxième ligne, x2, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au lieu d'utiliser x1 de K, qui est une valeur ancienne, je vais profiter du fait que j'ai calculé déjà de x1 K plus 1, juste avant. D'accord? Donc, au lieu d'utiliser une valeur ancienne, je vais utiliser une valeur qui est actualisée, qui est mise à jour, qui est la plus récente. Donc, a priori, c'est plus précis. Voilà, pour x3, je ne peux pas le faire parce que mon calcul est séquentiel, c'est-à-dire que je calcule d'abord x1, puis x2, puis x3. Donc, lorsque je suis en deuxième ligne, la deuxième ligne, le x3 n'a pas été calculé, donc il reste à l'indice K. Maintenant, pour le x3, je vais profiter du fait que j'ai déjà calculé ou l'a mis à jour donc, les valeurs de x1, donc c'est k plus 1, x2, k plus 1, et donc, au lieu d'utiliser le k comme ça a été le cas pour Jacobi, ben, là, on est l'indice k plus 1. Donc, pour résumer, si je prends une ligne donnée, tout ce qui est avant l'indice 2, il est pris à k plus 1, tout ce qui est après l'indice 2, c'est calculé à l'indice k. Donc, par exemple, si j'ai un vecteur à rechercher, un vecteur colonne de 10 lignes, et je suis à la 7e ligne, pour tout ce qui est x1, x2, x3, x4, x5, x6, ça va être l'indice k plus 1, et tout ce qui est après, puisque ça n'a pas été calculé, donc c'est le x8, x9, x10, c'est l'indice
C'est une différence donc, très importante entre les deux méthodes. Et on va voir que ça aura un impact direct sur la qualité d'une méthode par rapport à une autre. Donc, en faisant les calculs ici, j'ai le même tableau que celui de Jacobi, avec le coefficient, enfin, le K, c'est l'indice, le numéro d'itération. Donc, 0, c'est la valeur initiale. Ça, c'est la première itération jusqu'à la cinquième itération. Et puis, le x1, x2, x3. La valeur initiale, ça ne change pas. C'est 0, 0, 0, c'est le vecteur nul. Pour la première itération, pour x1, c'est exactement pareil que Jacobi. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, x0. Donc, voilà. Donc, on va trouver le même résultat que Jacobi, 0,6667. Par contre, pour la deuxième ligne, donc x2, la première itération, là, Jacobi, on a utilisé x1 de k qui est 0. Cette fois-ci, on va utiliser celui qu'on vient juste de calculer, donc qui est x1k plus 1, donc c'est 0,06667. D'accord? Donc, la valeur, là, au lieu de prendre 0, j'ai pris une valeur plus récente. Donc, je vais avoir moins 0,6667, moins 2 fois 0, c'est ici, plus 17 sur 5, donc c'est égal à 3,2667. Pour la troisième ligne, kiff, pour le x1k plus 1, je vais utiliser la valeur actualisée qui est 0,6667. x2, c'est la valeur actualisée qui est 3,2667. Et donc, je vais avoir plus 18 divisé par 6, ça fait 2,6778. Et donc, je fais le calcul. Ça, c'est la nouvelle valeur de x. Je fais le calcul par deuxième, troisième, quatrième itération. Et la cinquième itération, ça me donne le résultat final, qui est celui-ci. Donc, le résultat approché, 0,9775, 2,0154, 2,9899. Et là, je mets le résultat approché pour Jacobi, pour Gauss-Seidel, et je mets la solution exacte. Je vais comparer les deux méthodes, les résultats obtenus avec les deux méthodes. Alors, soit je fais visuellement, donc on voit très très bien, donc, élément par élément, que là, c'est Gauss-Seidel qui est plus proche. Par exemple, ici, 0,9775, c'est plus proche de 1 que 0,9406. 2,0154, c'est plus proche de 2 que 2,0602. Et 2,9899, c'est plus proche de 3 que 2,9401. Je peux aussi faire les écarts pour x1, x2, x3, faire les écarts bien la solution exacte et, en valeur absolue bien évidemment, la solution exacte et premier élément de Gauss-Seidel et premier élément de Jacobi. Ça vous montre que la méthode de Gauss-Seidel converge plus vite. D'accord? Pour le même nombre d'itérations, d'accord? Si le nombre d'itérations change, je ne peux pas comparer. Donc, pour le même nombre d'itérations qui est 5 itérations, Gauss-Seidel s'approche de manière plus précise de la solution exacte que Jacobi. Donc, dans tous les cas, on aura ce résultat-là. Et ce résultat-là est dû au fait que la définition même des formules récursives, l'écriture même des formules récursives, c'est que pour Gauss-Seidel, on actualise au fur et à mesure. C'est-à-dire que je n'attends pas de faire tout le calcul pour actualiser, mais pour chaque ligne, dès que je termine une ligne, j'injecte la nouvelle valeur obtenue dans l'autre ligne, etc., etc. Donc, ce qui me rapproche plus du résultat exact. Donc, je converge plus rapidement. Alors, comment dirais-je, j'aurais quelques petites remarques pour terminer cette séance. C'est d'abord le nombre de chiffres après la virgule que vous prenez. Alors, généralement, l'examen, on vous donne pour chaque exercice le nombre de chiffres à prendre après la virgule. Si on ne vous le donne pas, ou là vous êtes sur un projet, ou là sur un exercice, etc., dans ce cas-là, c'est à vous de choisir le nombre de chiffres. Il ne faut pas que ce soit trop bas ni trop de chiffres. Il faut essayer de trouver le bon compromis pour avoir des résultats interprétables et utilisables. Voilà. Et puis, oui, j'aurais une autre remarque très, très importante. Si je reviens à la série 4, vous avez remarqué pour l'exercice 1 qu'on a fait il y a 2 semaines que la première question, c'était réécrire le système pour qu'il soit à diagonale dominante. Dans l'exercice 2, on ne vous a pas posé cette question-là. Mais il est extrêmement important de vérifier que, avant de faire les calculs, vérifier que le système, enfin la matrice 1, elle est à diagonale dominante. Donc, si vous le vérifiez et que c'est OK, ça veut dire que votre système va nécessairement il va converger.
Tandis que si vous ne le vérifiez pas, vous pouvez converger ou ne pas converger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir des cas où vous faites des calculs et puis vous n'allez pas aboutir à la solution. D'accord? Donc, pour éviter cela, il faut toujours, même si on ne vous pose pas la question, vérifier, enfin, ou voir si le système est à diagonale dominante. Si le système est à diagonale dominante, dans ce cas-là, c'est OK. Je laisse le système tel quel et je fais des calculs. Maintenant, s'il n'est pas à diagonale dominante, il faudrait le rendre à diagonale dominante. C'est-à-dire que soit par un changement de ligne, je vais changer l'ordre de mes lignes, donc ça c'est très simple, soit dans un cas plus complexe, on va donc faire une combinaison linéaire de lignes. Donc rappelez-moi pour plus tard, soit en enseignement à distance ou là quand on va reprendre en présentiel, de vous donner un exemple avec solution où on devra donc faire la combinaison linéaire de lignes pour aboutir à un système à diagonale dominante. Et le cas le plus général, c'est tout simplement, le cas plus général, c'est-à-dire éventuellement l'examen ou l'exercice en TD, c'est un changement de ligne devrait suffire. Mais ce n'est pas le cas le plus général. Donc, maintenant, si je prends l'exercice 2, je vais vérifier. Donc, bon voilà, je vous invite à revoir la séance précédente parce que la question à la diagonale dominante, elle est énormément expliquée. Donc, maintenant, ici, on va juste vérifier. Regardez, si je prends la première ligne, mon élément de la diagonale principale, c'est 3. D'accord? Je vais prendre la valeur absolue de 3. Je vais faire la somme des valeurs absolues de 1 et de moins 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Et on remarque que la diagonale TI, elle est supérieure à 2. 1 plus 1. Donc, l'élément de ma diagonale ici, de la première ligne, domine par rapport aux autres. Domine des autres éléments à la ligne. Si je prends la deuxième ligne, l'élément à la diagonale TI principale, c'est 5. En valeur absolue, c'est 5. Si je fais la somme des autres éléments, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Et donc, 5, c'est supérieur à 3. Donc, l'élément, le deuxième là, la diagonale, il domine les autres. La troisième ligne, en valeur absolue, l'élément à la diagonale principale, c'est 6. Si je fais la somme des autres éléments de la ligne, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 6 est supérieur à 3. Donc, 6, l'élément à la diagonale principale, à la troisième ligne, domine les autres éléments à la ligne. Donc, les trois lignes sont à diagonale dominante. Donc, le système terrible, la matrice A, est à diagonale dominante. Et maintenant, je ne regarde que les éléments à la matrice A. Alors, pour que le système ne soit pas à diagonale dominante, il suffit qu'une ligne ne le soit pas. Donc, si vous avez une seule ligne qui ne respecte pas ça, dans ce cas-là, tout le système n'est pas à diagonale dominante, même si les autres lignes respectent. Dernière chose, c'est que je vous conseille de faire un exercice supplémentaire où vous avez une matrice, la matrice A, qui est une matrice 4-4. Donc 4 lignes, 4 colonnes, ça va vous faire plus de calculs pour vous habituer à utiliser les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel.